Bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, Andine Moyatea, chargée de communication à la 3DT à la province Sud. Merci à tous, un grand merci d'être là ce soir pour cette presque dernière conférence de l'année. On en a encore deux autres seulement. Et pour vous faire un petit historique, les conférences Sénature, on les fait depuis 2017 quand même. Et sur des sujets très variés, en fait, on fait vraiment ça pour sensibiliser, éduquer, mais aussi c'est un moyen de restituer les travaux des scientifiques qu'on finance. Donc c'est très important pour nous que vous soyez là ce soir. Je vais laisser la parole là maintenant à Claire Tatin qui est de l'UNC pour vous présenter cette conférence. Et merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, donc, je suis Claire Tatin, je travaille pour le CRESICA et non l'UNC, même si ce soir la présentation, donc ce sera Claire qui présentera de l'université. Effectivement, ce soir, c'est l'université en tant que membre du CRESICA qui interviendra. J'ai le plaisir donc d'introduire Claire Guaran et je prends mes petites notes. Donc, qui va intervenir pour cette 5e conférence de l'année 2022. Donc Claire a grandi à Nouméa. Elle est partie faire ses études en métropole, où elle a obtenu son doctorat en physiologie des coraux. Elle a ensuite fait son post-doctorat sur la même thématique aux États-Unis. Ensuite, en revenant sur le Caillou, elle a passé le CAPES et est devenue donc professeure dans le secondaire en SVT. Ça fait maintenant une dizaine d'années déjà qu'elle travaille à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'enseignante-chercheuse. Et alors vous vous dites peut-être que vous êtes troupée de conférences, je vous parle de coraux, on parle de serpents, mais non, c'est bien ça, puisque ça fait déjà 20 ans que Claire s'est spécialisée sur la thématique des serpents marins de Nouvelle-Calédonie, thématique sur laquelle elle travaille beaucoup en collaboration avec l'Australie. Et il est probable que vous la connaissiez, notamment au travers du programme Les Fantastiques Grand-Mères, donc programme de sciences participatives. Petit applaudissement. Spéciale dédicace dans la salle. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole. Un dernier mot sur les questions-réponses. Donc gardez vos questions pour la fin. On fera un temps de questions-réponses et on fera circuler les micros. Claire, la parole est à toi. Merci bien. Donc, bonne soirée à tous. Je suis contente de vous voir ici, si nombreux, pour vous intéresser à un sujet qui m'intéresse beaucoup moi aussi, les serpents marins. Donc, comme j'ai déjà fait plusieurs conférences sur les grand public sur les serpents marins, peut-être que certaines personnes dans la salle y ont déjà assisté. Donc, je fais une chose différente à chaque fois. Et ce soir, j'ai choisi d'organiser la conférence. Merci, oui, c'est beaucoup mieux. D'organiser la conférence autour des principales questions qu'on me pose en général. Donc, la première partie de la conférence, ça sera pour répondre aux questions du type « J'ai vu un serpent, je ne sais pas ce que c'est, comment les reconnaître ?» Et ensuite, la deuxième partie de la conférence, ça sera pour répondre aux questions du type « Ils sont dangereux les serpents ?» C'est ça qu'on me pose en général. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir ce soir. Donc, première partie, c'est comment reconnaître les différentes espèces de serpents marins qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie. Donc là, je vous ai mis à l'écran des photos de serpents qui sont les serpents qu'on peut voir dans notre lagon. Il y en a que vous reconnaissez tout de suite, les tricoréiers, hein, les premières, les tricoréiers en général, c'est celles-là qu'on connaît. Par contre, les autres, elles sont généralement beaucoup moins connues. Il y en a beaucoup, vous n'allez pas tout retenir d'un coup. C'est pas grave, parce qu'après, par la suite, je vais vous expliquer comment sur Internet, sur quel site, sur quelle plateforme, vous pouvez retrouver les informations. Donc là, déjà, je vous explique en gros comment on les reconnaît, mais après, il n'y a pas de problème, vous pourrez être autonome et vous débrouiller vous-même avec ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc, quand quelqu'un me dit « j'ai vu un serpent marin, je ne sais pas ce que c'est », et que je lui dis « décris-le-moi », en général, il commence par me dire « il avait une queue plate ». Ok, super, tous les serpents marins ont une queue plate. Pour reconnaître les différentes espèces de serpents marins, on regarde les couleurs, les dessins qu'ils ont. Il y en a qui ont des anneaux, il y en a qui ont des taches, il y en a qui ont des taches en forme de sel, il y en a qui sont unis. Donc, on regarde la couleur. Il y a des serpents qui ont une tête qui est de la même taille que le corps. Et d'autres qui ont une toute petite tête. Vous voyez, par exemple, sur ces deux-là, ça se voit bien, les deux qui sont en bas à droite, ça se voit bien. Vous avez des serpents avec une toute petite tête et d'autres avec une tête qui est à peu près du même diamètre que le corps.
Donc, il faut regarder toutes ces choses-là pour identifier les différentes espèces de serpents. À la fois la couleur et puis la taille de la tête qui est une information importante. Par contre, la queue plate, ce n'est pas une information importante. Ils ont tous la queue plate. Donc, les tricoréiers, en général, c'est ceux que vous connaissez. Mais en général, la plupart des gens connaissent le tricoréier bleu et le tricoréier jaune. Par contre, le tricoréier nain, qui est présent aux Loyauté et à Vanuatu, la plupart des gens ne le connaissent pas. Donc, c'est parce qu'il est présent qu'aux Loyauté, il n'est pas présent sur la Grande Terre, donc il n'y a que les gens des Loyautés qui les connaissent. Donc, autour de Nouméa, ce qu'on arrive à voir, c'est ce tricoréier bleu qui se reconnaît parce qu'il a les lèvres noires, et le tricoréier jaune qui se reconnaît parce qu'il a les lèvres jaunes. Parce qu'en fait, sous l'eau, souvent la couleur est un peu estompée, on n'arrive pas à voir si c'est vraiment du bleu ou du jaune. Donc, en regardant la couleur des lèvres, on arrive à s'y retrouver et à savoir si c'est un jaune ou un bleu. Et celui qui est aux Loyauté, en fait, c'est plutôt un jaune. Vous voyez, il a la tête jaune et puis les lèvres jaunes. Mais il est vraiment de petite taille, en fait. Adulte, les grosses femelles adultes font dans les 80 cm maxi, alors que chez les tricoréiers bleus et jaunes, les grosses femelles adultes, elles font dans les 1,20 m. Donc, c'est vraiment pas du tout la même gamme de taille. Donc, vous connaissez les tricoréiers que vous arrivez à reconnaître. Ensuite, il y a tous les autres. Tous les autres, c'est des serpents complètement marins. Donc, complètement marins, ça veut dire qu'ils ne sortent pas à terre. Contrairement aux tricoréiers qui vont sortir de l'eau et passer... En fait, ils restent à terre pour tout, sauf pour manger. Les tricoréiers, ils se mettent à l'eau uniquement pour aller chercher à manger, et tout le reste, ils font à terre. Se reposer, se reproduire, pondre des œufs, faire des petits, tout ça, ça se passe à terre. Tandis que les serpents complètement marins, c'est une lignée différente. Eux, ils passent toute leur vie dans l'eau, et du coup, ils sont vivipares. Ils font des petits touffés, ils ne pondent pas des œufs, ils mettent au monde des petits qui sont déjà capables de se débrouiller tout seuls. Donc, dans ceux-là, il y en a qui ont des noms courants. Donc, j'ai mis les noms courants quand ils existent. Par exemple, le serpent olive, c'est celui qu'on rencontre le plus. Le serpent à tête de tortue, qu'on rencontre aussi souvent. Ou le serpent à tête de dragon, qui ont des noms courants parce qu'ils font partie de notre vie quotidienne. Enfin, c'est des serpents qu'on rencontre assez souvent. Par contre, les autres, en fait, ils n'ont pas de nom courant. C'est pour ça que je ne les ai pas mis et que j'ai mis uniquement les noms scientifiques. Donc, dans ces serpents complètement marins, vous voyez, il y a d'abord ici, je les ai mis par ordre alphabétique, donc les Episurus, donc Episurus duboisii, qui a des motifs comme ça, un corps une couleur pas unie, mais des motifs, ils peuvent être plus ou moins foncés ou plus ou moins clairs, mais ils se reconnaissent parce qu'ils ont le tour de l'œil blanc. Vous voyez, c'est les seuls, en fait, qui ont le tour de l'œil blanc comme ça. Donc, ceux-là, c'est les Episurus duboisii, et ils ont des toutes petites écailles sur la tête. Ensuite, il y a celui que vous connaissez certainement si vous avez dans l'eau, c'est l'Episurus laevis, le serpent olive, donc qui est couleur beige, plus ou moins beige, jaune, gris. C'est celui qui vient le plus voir les plongeurs. Donc celui-là, il a un nom courant, serpent olive, et c'est celui qui est le plus curieux, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais quand il est petit, les juvéniles, ils sont un peu annelés. Ils ne ressemblent pas du tout aux adultes, ils sont un petit peu annelés. Et donc, ceux-là, c'est quand même quand ils deviendront grands, quand ils grandiront, ils auront une couleur unie comme ça. Ensuite, il y a ceux qu'on voit le plus à la baie des Citrons, à l'Ansvata, c'est ce qu'on appelle les serpents à tête de tortue. Donc, si on les regarde bien, ils ont des écailles ici sur la tête qui font comme un bec de tortue. Et ils sont de différentes couleurs. Il y en a qui sont annelés, c'est ça leur nom scientifique. Émido, leur nom scientifique, ça veut dire tête de tortue. Émido, ça veut dire tête. Émido, ça veut dire tortue, et céphalus, ça veut dire tête, et annulatus, annelé. Donc ça, c'est la couleur normale, mais autour de Nouméa, en fait, la majorité des serpents sont noirs. La majorité des serpents de cette espèce. Et ceux-là, c'est les seuls qui ne soient pas venimeux. Donc c'est intéressant de les reconnaître, c'est les seuls qui ne sont pas venimeux, tous les autres sont venimeux. Ensuite, il y en a un autre qu'on appelle Hydrophis kogueri, qui ressemble un peu à un tricoréier. Souvent, les gens le confondent avec un tricoréier parce qu'il est annelé, jaune et noir. Mais si vous regardez sa tête, elle n'est pas du tout comme une tête de tricoréier, elle est toute petite. Et c'est une petite tête parce que c'est des serpents qui chassent les poissons qui se cachent dans le sable. Et donc, pour enfoncer la tête dans le sable, eh bien forcément, il vaut mieux qu'elle soit petite que grosse. Donc, ceux-là, ils ont une toute petite tête et ils se reconnaissent vraiment grâce à ça. Ensuite, il y a l'Hydrophis major, donc qui est un serpent qui est très bien étudié. C'est celui qui est étudié depuis des années avec l'aide de l'équipe des Fantastiques Grands-Mères. Donc, c'est un serpent bien connu qui a des marques particulières. Il est beige ou crème avec des selles sur le dos et une rangée de points en dessous des selles. Et il a une tête relativement grosse parce qu'il se nourrit de poissons-chats. Donc, plus il a une grosse tête, plus il peut manger des gros poissons. Donc, c'est plus intéressant. Donc, ces serpents-là ont été sélectionnés par l'évolution pour avoir une tête relativement grosse pour pouvoir manger des grosses proies.
Ensuite, je vous en ai mis en dessous 2 que vous avez certainement jamais vus parce qu'ils sont relativement craintifs. L'Hydrophis mcdowelli, qui a une toute petite tête. Alors, vous voyez, ça, c'est typiquement un serpent qui habite sur les fonds de sable et qui va enfoncer la tête dans le sable pour attraper les poissons qui se cachent dans le sable. Donc, il a une toute petite tête. Et à côté, l'Hydrophis ornatus, qui lui a une plus grosse tête, mais qui vit aussi sur les fonds de sable. Ensuite, il y a le serpent à tête de dragon que les gens connaissent, parce qu'il, bon, là, on ne voit pas sa tête parce qu'il est justement en train de chasser dans un terrier de gobies, mais il a des écailles un peu hérissées au-dessus de la tête qui lui donnent une tête de dragon. Et enfin, le dernier de la liste, c'est Hydrophis platurus, ici. C'est un serpent qui, normalement, vit au large. On le voit très rarement dans le lagon, parce que c'est un serpent pélagique. Il vit au large, il ne vit pas normalement dans le lagon. Mais en cas de coup d'ouest, en hiver, ça arrive qu'on en trouve échoué sur la plage. Donc là, c'est une photo qui a été faite sur un serpent qui était arrivé échoué sur la plage, trouvé mort à la baie des Citrons. Donc tous ces serpents, c'est pas évident de les reconnaître, mais c'est pas grave parce que on peut se... Ah si, il y a encore quelque chose d'important sur les serpents, c'est reconnaître les mâles des femelles. Donc l'avantage des serpents marins, justement, comme ils ont cette queue plate, et que les organes copulateurs des mâles ils sont rangés dans la queue, chez les serpents marins, on arrive à reconnaître relativement facilement les mâles des femelles, ce qu'on ne peut pas faire sur les serpents terrestres. Les serpents terrestres, comme ils ont la queue pointue, effilée, on ne voit pas s'il y a les organes copulateurs rangés dedans. Tandis qu'ici, je vous ai mis 2 photos de serpents olives, Episurus laevis, une photo qui a été prise par Sylvie Hébert, parce qu'elle était meilleure que celle que j'avais. Donc on voit bien que c'est un garçon, là. Vous voyez, dans la queue, donc chez les femelles, la queue est complètement plate. La partie qui est au-dessus de la colonne vertébrale et la partie qui est en dessous de la colonne vertébrale sont aussi minces l'une que l'autre. Et chez les mâles, les organes copulateurs sont rangés dans la partie inférieure de la queue. Donc on voit bien ici qu'il y a les organes copulateurs, donc c'est bien un mâle. Et donc au moment d'accouplement, ces organes copulateurs vont sortir ici par l'orifice qu'on appelle le cloaque et vont permettre aux animaux de s'accoupler puisqu'ils ont une fécondation interne. Donc, pour les reconnaître, je vous ai dit, comme vous n'allez pas retenir tout ce que je vais vous expliquer ce soir, vous pouvez utiliser des sites Internet. Donc, comme site Internet, je pense que la plupart des gens ici connaissent déjà Endemia, qui est un site bien connu en Calédonie. C'est un catalogue de toutes les espèces endémiques et indigènes de Nouvelle-Calédonie, sur lequel, si vous tapez serpent, vous trouverez les photos des serpents qui ont été faites en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a aussi un site qui est un peu moins connu et que je trouve très bien, qui s'appelle iNaturalist. Donc, si vous allez sur Internet, vous cherchez inaturalist.org et vous arrivez à cette fenêtre-là. Donc, sur cette fenêtre, vous avez un onglet ici qui s'appelle Communauté. Donc, vous pouvez consulter, sur iNaturalist, tout le monde peut consulter toutes les photos sans avoir à créer de compte. Par contre, si vous voulez enregistrer vos photos, il faut créer un compte. Donc, même sans créer de compte, vous allez ici dans l'onglet Communauté, vous le déroulez, vous allez dans Projet. Et dans Projet, ce qu'on appelle les projets sur iNaturalist, c'est un endroit où toutes les photos sur un même thème sont regroupées. Donc ça peut être des photos sur un groupe d'espèces, ou sur un lieu, ou sur une période donnée, ou faites par un certain nombre de personnes. Donc là, j'ai fait un projet qui regroupe toutes les photos de serpents marins faites en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans ce projet serpents marins de Nouvelle-Calédonie, voilà, si vous tapez serpent marin Nouvelle-Calédonie, voilà sur quoi vous arrivez. Vous avez arrivé sur une page qui regroupe toutes les photos de serpents faites en Nouvelle-Calédonie. Alors, je n'ai pas mis que les serpents marins, j'ai fait serpents de Nouvelle-Calédonie parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'espèces de serpents terrestres, donc on pouvait les mettre ensemble, ça ne gênait pas. Donc là, vous avez une vue ensemble de toutes les observations de serpents qui ont été faites en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a eu 715 observations, c'est une capture d'écran que j'ai fait hier, 715 observations. Elles sont regroupées dans 14 espèces. Il y a eu 109 identificateurs et 70 observateurs. Donc, il y a 70 personnes qui ont posté des photos de serpents sur iNaturalist en Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, j'ai cliqué sur les espèces. Et si on clique sur les espèces, on a comme ça toutes les espèces qui s'affichent. Donc, toutes les espèces de serpents qui ont été observées en Nouvelle-Calédonie s'affichent ici. Et elles sont classées par nombre d'observations. Donc, celles qui sortent en premier, c'est celles pour lesquelles il y a le plus d'observations. Là, on voit que les serpents sur lesquels je travaille à la baie des Citrons sortent dans les premiers, c'est-à-dire les Hemidocephalus annulatus et les Hydrophis major. Ils sortent en premier parce qu'on a posté beaucoup de photos de ces espèces-là. Ensuite, il y a les trichoréiers jaunes qui sont très souvent observés, donc pour lesquels il y a aussi beaucoup d'observations. Et ensuite, il y a Episurus laevis, donc le serpent olive, qui est celui qui vient le plus voir les plongeurs, donc qui est assez courant aussi.
Et ensuite, il y a tous les autres serpents. Donc, j'ai laissé les serpents terrestres. Donc, on a 2 espèces de serpents terrestres qui sont visibles ici. Un tout petit serpent qui vit dans le sol et qui mange les œufs de termites et de fourmis. Et le boa déloyauté. Donc, si vous avez la chance de croiser un serpent et que vous avez les moyens de faire une photo, vous pouvez télécharger votre photo sur iNaturalist. Et comme il y a déjà beaucoup de photos de serpents marins de Nouvelle-Calédonie, si vous téléchargez votre photo sur iNaturalist, donc pour télécharger les photos, il faut utiliser le petit bouton vert qui est en haut à droite et après vous avez toutes les instructions pour télécharger vos photos. Et si vous indiquez que la photo a été prise en Nouvelle-Calédonie, l'intelligence artificielle utilise les photos déjà enregistrées pour reconnaître les espèces. Donc vous aurez une bonne identification des espèces. Et ensuite, il y a d'autres personnes. Vous voyez qu'il y a 109 personnes qui font des identifications de photos dessus, dont je fais partie, bien entendu. Mais il y a aussi des gens dans le monde entier. Il y a des gens aux États-Unis, en Australie, qui font les identifications de serpents de Nouvelle-Calédonie parce que ça les intéresse. Donc, vous avez tout un groupe de personnes intéressées qui vont vous aider à identifier votre espèce de serpent. Donc, même si vous avez du mal à les reconnaître, que vous n'avez pas retenu tout ce que je vous ai dit ce soir, ce n'est pas grave. Vous avez la ressource de iNaturalist, vous pouvez télécharger vos photos et vous aurez une identification. Donc, ça, c'était pour la première partie de la présentation. Comment reconnaître une espèce de serpent? Maintenant que vous êtes capable de reconnaître une espèce de serpent et de reconnaître les mâles des femelles, on va passer à la deuxième partie de la présentation. Est-ce que les serpents marins sont dangereux? Alors, les serpents marins sont-ils dangereux? En Nouvelle-Calédonie, il y a eu 2 morts par morsure de serpent marin, une au XIXe siècle, une au XXe siècle. En Australie, ils n'ont pas mieux que nous. Ils ont eu un pêcheur de perles qui est mort en 1935 et récemment, en 2018, un pêcheur sur un chalutier qui est décédé aussi suite à une morsure de serpent. Les pêcheurs sur les chalutiers, quand ils pêchent les crevettes, ils remontent souvent des serpents dans leur filet. Donc les serpents qui arrivent sur le pont, ils doivent les manipuler pour les remettre à l'eau. Et ces serpents sont évidemment extrêmement stressés, donc ils sont dans un état relativement agressif. Donc sur tous les chalutiers qui tous les jours en Australie pêchent des serpents, il y a eu un mort en 2018. Donc est-ce qu'on peut dire que les serpents marins sont vraiment dangereux? Je ne crois pas. Alors qu'en Calédonie, je vous rappelle qu'on a 50 ou 60 morts par an sur les routes chaque année. Donc le danger, il est plus sur les routes qu'avec les serpents marins. Donc les serpents ne sont pas vraiment dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont venimeux. Oui, ils sont presque tous venimeux, sauf le serpent à tête de tortue qui, lui, n'est pas venimeux. Tous les autres, ils sont venimeux. Donc ils sont venimeux, ils s'approchent des plongeurs. Vous voyez cette photo que j'ai faite d'un serpent olive, c'est une photo très facile à faire. Tous les gens qui se mettent à l'eau avec un appareil photo vont un jour ou l'autre faire une photo de serpent olive comme ça en train de venir les voir. Donc les serpents s'approchent des gens, ils sont venimeux. Vous voyez que si on les laisse faire, moi j'ai plein de photos de serpents en train de renifler mes palmes. Hein. Si on les laisse faire tranquillement, ils reniflent vos palmes et puis après ils s'en vont, ils font autre chose. Ils sont venimeux, ils s'approchent de nous, mais ils ne mordent pas en fait. C'est ça le truc, c'est que les serpents ne sont pas dangereux parce qu'ils ne mordent pas. Ils ne mordent pas parce qu'en fait, le venin, c'est très cher à produire. D'un point de vue énergétique, c'est des grosses molécules très chères, très coûteuses, donc ils économisent. Les serpents, ils gaspillent pas d'énergie pour faire des choses qui servent à rien. Et si ils ont besoin de venin pour tuer une proie, ils vont injecter uniquement la quantité de venin adaptée à cette proie. Pour un petit poisson, ils vont injecter un tout petit peu de venin. Pour un gros poisson, ils vont injecter une dose de venin plus importante. Et si on les embête vraiment beaucoup, moi ça m'arrive de les embêter, les serpents, je les attrape, je les emmène à terre, je leur prélève de l'ADN, je les pèse, je les mesure. C'est vrai que je les embête beaucoup. Ça arrive qu'ils mordent. Bon, je mets des gants, hein, je vous dis tout de suite, moi je ne manipule pas les serpents sans gants. Donc je mets des gants, ça arrive qu'ils mordent mes gants, mais c'est parce que vraiment je les pousse à bout. Autrement, d'une manière générale, les serpents ne mordent pas du tout. Et s'ils mordent, ils injectent très peu de venin ou pas du tout. Donc c'est pour ça que, en fait, bien qu'il y ait beaucoup de gens dans l'eau, beaucoup de gens au contact des serpents, on n'a pas beaucoup de décès. Donc les serpents ne sont pas vraiment considérés comme dangereux d'après moi. Et un autre exemple de la non-dangerosité des serpents, c'est que certains serpents ne sont même pas venimeux. Donc ça, c'est le serpent à tête de tortue. C'est le plus fréquent à la baie des Citrons et à l'Ansvata. Hein. Si vous vous mettez à l'eau à la baie des Citrons et à l'Ansvata, vous avez de grandes chances d'en voir un parce qu'il y en a des centaines. Ces serpents ne sont pas venimeux, ça tombe bien pour nous, c'est les plus nombreux et c'est les moins dangereux. Ils ne sont pas venimeux, pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent d'œufs de poisson. Pour attraper des œufs de poisson, on n'a pas besoin de venin.
c'est sûr. Les poissons, ils ne vont pas s'en aller. Donc, au cours de l'évolution, n'ayant pas la pression de sélection de faire du venin pour manger, ils ont arrêté d'en faire. Ça nous montre bien qu'en fait, le venin ne sert qu'à manger. Si le venin servait à se défendre ou à attaquer, encore pire, ils en auraient toujours besoin de cela. C'est des tout petits serpents sans défense. Eux, ils n'ont même pas de venin. Si ils sont attaqués par un prédateur, tout ce qu'ils font, c'est aller se cacher. Ils s'enfuient, ils essayent de trouver un trou pour se cacher. Ils peuvent faire. Donc, ça nous montre bien que les serpents, en fait, leur venin ne le gardent vraiment que pour se nourrir et pour rien d'autre. Là, je vous présente les résultats d'une étude qui a été faite par des collègues sur les serpents olives. Donc, en Australie, ils ont aussi beaucoup de serpents olives. C'est une espèce très courante qui vient voir les plongeurs. Et comme ils avaient remarqué là-bas aussi qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'accidents avec ces serpents, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Donc, ils se sont mis à l'eau et ils ont observé les serpents et ils ont compté le nombre par période de 30 minutes, le nombre de fois où un serpent olive venait les voir. Et comme on peut facilement voir si c'est un mâle ou une femelle, ils ont noté sur leur ardoise si c'était un mâle ou une femelle qui venait les voir. Et donc, ça a donné ce graphique-là. Donc, en rouge, c'est le graphique des femelles et en bleu, c'est le graphique des mâles. Donc, et ils ont noté le nombre d'approches enregistrées par période de 30 minutes. Donc, s'ils observent une femelle pendant 30 minutes, la plus grande probabilité, c'est que 0 approche. Vous voyez, 0, ici 0, le nombre d'approches, 0 pour les femelles. La plupart des femelles ne s'approchent même pas des plongeurs. Les mâles, un petit peu plus quand même. Et si on regarde ceux qui s'approchent une fois des plongeurs, bon, les femelles sont plus nombreuses que les mâles. Dans cette étude, il y avait plus de femelles que de mâles. Les femelles étaient actives et elles s'approchaient un peu des plongeurs quand même. Et puis, plus on voit des serpents qui s'approchent plusieurs fois du même plongeur, plus c'est des mâles. Vous voyez, les mâles, ils ont tendance, ils viennent pas systématiquement voir les plongeurs, mais quand il y a un serpent qui vient vous voir 2-3 fois, qui insiste, qui est un petit peu lourd, il y a des grandes chances pour que ça soit un mâle. Pourquoi est-ce que ça sera un mâle? C'est parce que, en fait, les serpents ont une très mauvaise vue. Et en hiver, quand c'est la saison de reproduction, les mâles, ils s'approchent de tout ce qui bouge au cas où ça serait une femelle. Donc, plongeurs, holoturies, boutes, poissons, n'importe quoi, ils tentent leur chance. Et donc, ils tentent leur chance, ils s'approchent. Et comme des fois, la personne ou l'animal vers lequel ils s'approchent s'éloigne, ben, ils reviennent. Donc, tant qu'ils n'ont pas compris que vraiment, il n'y avait aucune chance, aucun intérêt, ils continuent à revenir et ils insistent. Donc, en fait, le problème des serpents qui s'approchent des gens, c'est en fait généralement des serpents olives, c'est vraiment les plus curieux. Et ça se passe généralement en hiver, au moment de la saison de reproduction. Et en fait, c'est des serpents qui se trompent de cible. En gros, c'est une drague lourde qui se trompe de cible. Donc, ils insistent, mais c'est très rare qu'ils mordent quand même. Donc, si vous avez des serpents qui s'approchent de vous quand vous êtes dans l'eau, d'abord, regardez si c'est un garçon ou une fille, prenez le temps, vous pouvez. Généralement, ils vous laissent la possibilité de le voir. Vous regardez si c'est un garçon ou une fille, il y a des grandes chances pour que ça soit un mâle. Et si vous le laissez s'approcher, en fait, comme je fais moi maintenant, j'ai pris l'habitude, je laisse mes palmes, je leur laisse renifler mes palmes. Au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que ça ne les intéresse pas et ils passent à autre chose. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de s'enfuir parce que de toute façon, vous nagez beaucoup moins vite qu'eux. Ceux qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir nager plus vite qu'un serpent, vous vous surestimez. Non, vous nagez moins vite qu'eux, donc il vaut mieux rester tranquille, les laisser venir à vous, vous examiner, se convaincre que ça ne les intéresse pas, et ensuite ils peuvent passer à autre chose. Donc voilà une autre raison pour laquelle les serpents ne mordent pas, c'est parce qu'en fait ils ne viennent pas pour ça. Donc maintenant, pour vous montrer le comportement des serpents quand il n'y a personne dans l'eau. Ça, c'est un truc qu'on ne voit jamais. Comment se comportent les serpents quand on n'est pas là? Alors pour ça, j'ai la chance de travailler avec des collègues qui ont mis au point une nouvelle méthode d'étude pour la répartition des vertébrés, des poissons, des autres animaux qu'on voit nager. Ils ont mis au point des caméras 360 degrés automatiques qu'on dépose dans l'eau. Vous voyez, ça c'est une caméra qui est fixée sur un trépied. La caméra est donc fixée sur un trépied, on immerge le trépied à partir d'un bateau, on laisse la caméra filmer, le bateau s'en va, et ensuite, un moment après, le bateau revient, récupère la caméra, et comme ça, on a des images de serpents sans perturbation, sans personne à côté. Et évidemment, il y a des serpents qui sont curieux, ça se savait déjà, il y a des serpents qui sont curieux qui viennent voir nos caméras. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour connaître la répartition des serpents, puisque
ils ont tendance à s'approcher des caméras, donc on peut faire relativement facilement un inventaire des serpents. Et donc comme ça, on a eu des images vidéo de comportement de serpents en l'absence d'humains. Donc là, j'espère que ça marche. Yes, ça marche. Donc Epizurus duboisii, c'est des serpents qui normalement vivent dans peu profond. Et là, c'est des images qui ont été filmées aux atolls d'Entrecasteaux. Il y a 22 mètres de fond. Et on voit ces deux serpents qui nagent tranquillement. Donc quand il y en a deux comme ça, vous pouvez être à peu près sûr que le premier, c'est une femelle et le deuxième, c'est un mâle et il suit la femelle. En plus, le premier est plus gros et dans ces espèces-là, souvent, la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Donc vous voyez, ils nagent tranquillement, ils vivent leur vie. Et ils n'interagissent pas tellement avec la caméra. Donc ça, ce n'est pas une espèce particulièrement curieuse. Ensuite, Epizurus laevis, le serpent olive, lui est curieux. Vous le voyez, il est ici à droite de l'écran, à gauche de l'écran. Et vous allez voir que lui, il a entendu le bruit de la caméra qui se posait au fond et il vient voir. C'est un mâle, bien entendu. Donc, il vient inspecter la caméra. C'est des serpents qui sont naturellement très curieux. Donc, il ne vient pas attaquer, il n'est pas agressif, il est juste curieux. Il regarde la caméra, il regarde le trépied. Quand il est sûr qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant, il passe à autre chose. Donc, tant qu'on reste tranquille, le serpent, il se rend compte que ça ne l'intéresse pas et il peut passer à autre chose. Ici, un autre serpent, Hydrophis kogueri, celui qui est annelé comme un trichoréier, mais qui a une toute petite tête, donc qui n'est pas un trichoréier, qui est très dynamique. Lui aussi, il est curieux, il vient voir ce qui se passe. Et vous allez voir qu'il nage en marche arrière. Donc il va s'éloigner, revenir vers la caméra, et ensuite il nage en marche arrière. Il s'éloigne, ensuite il revient. C'est étonnant la marche arrière, hein, ça marche très bien. Et ça, pour un prédateur, ça doit être extrêmement perturbant. Il ne doit plus savoir où est la tête, où est la queue. Et donc, c'est un moyen d'échapper à ses prédateurs. Et enfin, mon préféré, alors ça, c'est un serpent qui s'appelle Hydrophis mcdowelli, qu'on verra rarement parce qu'il est très craintif. Mais là, il est ici, à droite de l'écran. Vous allez voir qu'il n'est pas craintif du tout, puisqu'il n'y a personne autour. Et on dirait même qu'il s'endort. Il est complètement relaxé. Voilà, il est juste un peu endormi, pas complètement. Il va se réveiller, puis il va remonter, respirer à la surface. Donc ça, c'est des comportements qu'on n'observe jamais, puisque normalement, quand on est à côté, le serpent, il ne va pas s'endormir à côté de nous. Et voilà, donc ça, c'était des images de comportement de serpent quand il n'y a personne autour. Vous voyez qu'il y a quand même des grosses différences d'une espèce à l'autre. Il y en a qui sont très curieuses, très dynamiques et qui viennent voir, et d'autres qui sont beaucoup plus tranquilles. Donc, en conclusion, j'espère que vous retiendrez que les serpents, il y en a beaucoup de sortes, et que cette diversité, ça enrichit le plaisir qu'on a à être dans l'eau, parce que quand on rencontre des serpents, des espèces différentes, c'est quand même sympa de pouvoir les reconnaître. Donc j'espère que ça vous donnera envie de mieux les regarder. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de faire des photos, à les poster et à les partager avec d'autres personnes, parce que c'est quand même sympa les serpents. Et puis en plus, ils sont vraiment pas dangereux, hein. Vous avez compris que c'est pas eux qui sont un problème en Calédonie. Et voilà. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je pense qu'on présente on passe d'abord aux questions-réponses et après, il y aura ton affiche. Donc maintenant, voilà, c'était pas très long. Comme ça, ça me laisse le temps de répondre à vos questions. J'espère que vous en aurez beaucoup. Merci. On va circuler. Alors, oui, il y a des questions.
Ah non, 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 oui, donc, alors, les tricoréiers dorment, effectivement, quand ils vont à terre, ils dorment, ils aiment bien dormir, par exemple, dans les terriers de puffins, enfin, surtout les jeunes, ils se mettent dans les terriers de puffins bien tranquilles au chaud ou sous les cailloux. Donc, les tricoréiers, effectivement, quand ils vont à terre, ils se cachent dans des trous. Mais par contre, les autres, les serpents complètement marins, eux, oui, c'est vrai que quand ils dorment, ils ont tendance on les voit plus. On les voit plus, ils ont tendance à se cacher, à se mettre à l'abri, mais ils restent quand même dans l'eau, oui. Il y avait une autre question là-haut. Oui, moi j'en ai une. Bonsoir. Durée de vie des serpents. Alors ça, c'est une question à laquelle il est encore difficile de répondre parce que par exemple sur un poisson mort, si vous voulez connaître son âge, vous prenez un petit os de l'oreille et vous le polissez et vous regardez les cernes de croissance comme sur les arbres. Sur les serpents, ce n'est pas possible. Si vous prenez un serpent mort, vous êtes incapable de savoir quel âge il avait. Donc, pour connaître la durée de vie des serpents, soit sur les serpents terrestres, ça se fait, à condition de les garder en captivité. Si vous prenez un boa petit et que vous le gardez en captivité, vous savez quel âge il a exactement, vous savez sa date de naissance. Sur les serpents marins, on connaît rarement leur date de naissance. Donc, on ne peut pas dire exactement sur un serpent qu'on voit quel âge il a, sauf en Nouvelle-Calédonie, à la baie des Citrons, où depuis 20 ans, avec les collègues australiens, tous les ans, une fois par an, on attrape les serpents, on leur met des puces à ceux qui n'en ont pas, et on relève le numéro de ceux qui ont déjà une puce, on les pèse, on les mesure, et donc sur cela, on a pu suivre la croissance, effectivement. Mais c'est le seul cas, c'est le seul endroit, la Calédonie, où on puisse, comme ça, connaître la durée de vie d'une espèce de serpent. Donc on l'a fait pour les serpents à tête de tortue, et on a vu qu'ils vivaient environ une dizaine d'années. Pour des petites bêtes comme ça qui font 200-300 grammes, c'est beaucoup. Mais en fait, il faut voir que ces serpents-là, les femelles font 2 petits à la fois et pas tous les ans. Donc évidemment, pour que l'espèce se maintienne, il faut qu'elles vivent plusieurs fois, que les femelles puissent faire des petits plusieurs fois pour renouveler l'espèce. Donc en général, chez les serpents marins, les femelles font peu de petits parce qu'il faut qu'ils soient solides. Il faut que, à partir du moment où ils sortent du ventre de leur mère, il faut qu'ils montent respirer, qu'ils aillent chercher à manger, qu'ils échappent aux prédateurs, ils se débrouillent pour vivre tout seuls. Donc il faut qu'ils soient relativement solides. Donc par rapport aux serpents terrestres, les serpents marins font moins de petits, et ils les font beaucoup plus gros et beaucoup plus costauds, et souvent les femelles ne le font pas tous les ans. Donc on peut penser que, donc nous on le sait maintenant pour les serpents à tête de tortue, on peut penser que c'est la même chose pour les autres serpents, puisqu'on sait que les femelles font peu de petits à la fois, on peut penser que la durée de vie c'est de l'ordre d'une dizaine d'années. Mais en fait, il n'y a que sur les serpents à tête de tortue où on a vraiment des données scientifiques. Je pense que pour les hydrophyes majors, là on fait de la photo-identification, on a pris des photos, tous les petits qui sont apparus à la baie des Citrons. Au fur et à mesure qu'on les revoit devenus adultes, les tâches restent les mêmes. Donc on sait quels individus, ceux-là on sait on ne sait pas le jour, mais on sait le mois ou l'année de naissance. Et donc sur cela, dans quelques années, je pourrais vous répondre, sur les hydrophyes majors, on en connaît qui ont déjà 10 ans, mais pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour ça. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une espèce de serpent marin pour lesquels on est la durée de vie, c'est les Hemidocephalus, parce qu'on les a étudiés à la baie des Citrons. La baie des Citrons, c'est vraiment l'endroit idéal pour étudier les serpents marins. Mes collègues australiens, ils sont ravis de venir travailler ici, pas parce qu'ils n'ont pas de serpents marins en Australie, c'est parce qu'ils n'ont pas la baie des Citrons. Merci. Oui, deux questions sur la toxicité des venins. Est-ce que tous les venins des serpents marins sont neurotoxiques? Ils ne sont pas hémotoxiques comme certains venins des serpents terrestres? Première question. Et deuxième question, vous avez parlé du nombre de décès dus à des attaques de serpents marins. Est-ce que vous avez une idée juste du nombre d'attaques non mortelles par les serpents marins en Calédonie? Alors, les attaques non mortelles, attaques, ouais, moi je dirais plutôt défense, parce que moi ça m'est arrivé de me faire mordre par des serpents, mais c'est moi qui avais commencé. Je suis obligée de reconnaître que c'est pas eux qui m'ont attaqué, c'est moi qui ai commencé. Je les attrape, je les mets dans un sac, je les transporte. Donc généralement quand les serpents mordent, c'est qu'ils sont vraiment dans une situation où c'est leur seul espoir de survie. Un serpent en général, il préfère échapper. S'il peut s'échapper, il s'échappe. S'il peut pas s'échapper, éventuellement, il peut faire semblant de mordre sans injecter de venin. Et si c'est sa seule chance de survie, il va injecter du venin. Donc, il y a des gens qui se considèrent comme
attaqués et qui en fait ont marché sur un tricoréier. Et ceux-là, s'ils ne vont pas à l'hôpital, si ce n'est pas répertorié, on n'en sait rien. Je pense qu'il y en a, ça doit arriver quelques fois chaque année, ou des plongeurs sous-marins qui essayent de chasser un serpent qui vient les voir. Le serpent, il se prend une claque, il va mordre. Mais est-ce que c'est vraiment une attaque ou pas? J'en sais rien. Et dans ces cas-là, en général, le serpent n'injecte pas de venin, donc les gens ne vont pas à l'hôpital et on n'en sait rien. Donc là-dessus, on n'a aucune donnée parce qu'il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de traces. Et ensuite, la deuxième question, c'était sur la toxicité des venins. Donc, les venins de serpents marins, tous les serpents marins appartiennent à la même famille, la famille des élapidés. Et donc, ils ont tous à peu près le même type de venin. Et ce venin, donc, c'est un cocktail de protéines différentes. Il y en a qui sont neurotoxiques, il y en a qui sont hémotoxiques. Il y a vraiment tout un tas de symptômes. Donc, les premiers symptômes en cas de morsure par les serpents marins, c'est la fatigue, la lourdeur des paupières, la difficulté à respirer, un début de paralysie, mais ça prend des heures. Hein. Vous avez le temps d'appeler le 15 et d'être pris en charge. Hein. C'est pour ça qu'on n'en meurt pas, normalement. Donc il y a tout un tas de cocktails. C'est vraiment un cocktail de protéines différentes, mais en fait, le fait que ça soit tous des serpents de la même famille, de la famille des élapidés, ça fait que le sérum antivenimeux utilisé en cas de morsure, c'est le même. Et en fait, c'est un sérum qui a été fabriqué à partir du venin de serpents terrestres. Donc des serpents terrestres, des élapidés terrestres australiens qui sont apparentés, même relativement loin de nos serpents marins d'ici. En fait, leur venin est resté relativement similaire et donc le sérum antivenin est le même pour tous. Donc si on se fait mordre et qu'on n'est pas capable de reconnaître l'espèce de serpent, c'est pas grave puisque de toute façon, quelle que soit l'espèce, ça sera le même sérum antivenimeux qui sera injecté en cas de besoin. Alors, est-ce qu'ils sont territoriaux? Ce qu'on appelle la territorialité chez les animaux, c'est le fait de défendre un territoire. Défendre un territoire, non. Si vous avez un serpent qui est en train de manger et un autre serpent qui vient partager son repas, par exemple sur les serpents mangeurs d'œufs, il y en a un qui est en train de manger sur un nid de poisson, un autre serpent même plus petit qui arrive et qui commence à manger à côté, ça ne le dérange pas du tout. J'ai jamais vu deux interactions négatives entre deux serpents, par exemple les gros hydrophyses majors, s'il y en a un qui est en train de chasser sur un nid de poisson-chat, il y a un autre hydrophys major qui arrive à côté, qui commence à attaquer le nid de poisson-chat, aucune réaction. Vraiment, ils partagent de ce côté-là, ils ne défendent pas de territoire. Non, ils n'ont pas de territoire qu'ils défendent. Ils ont des zones dans lesquelles ils vivent et dans lesquelles on les retrouve fréquemment, mais ce n'est pas considéré comme un territoire parce qu'ils ne le défendent pas contre les autres serpents. Ça, c'était la première question. Et ensuite ? Ah, diurne et nocturne. Alors, certains serpents sont diurnes et d'autres sont nocturnes. Par exemple, les serpents mangeurs d'œufs, les serpents à tête de tortue, sont plutôt diurnes. Les hydrophys majors sont moitié-moitié. Alors, je vais remettre la diapo avec les images de serpents. Voilà. Donc ceux-là, les Episurus du Boisy, ils chassent au crépuscule. Ils sortent le matin très tôt ou en fin de journée. Les tricoréiers, quand ils vont à la mer, eh ben, ils traversent la plage. Donc les tricoréiers bleus, ils traversent la plage en début de soirée, les tricoréiers jaunes plutôt en fin d'après-midi. Donc ils traversent la plage, ils se mettent à la mer pour aller chasser. Et ensuite, la chasse, elle peut durer 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, ils vont nager, essayer d'attraper une murène. Et tant qu'ils n'ont pas, s'ils ont de la chance, le premier jour, ils trouvent une murène, ils rentrent à la maison. Mais s'ils n'ont pas de chance et qu'ils doivent chasser pendant 3 semaines, eh ben, ils vont chasser pendant 3 semaines, nuit et jour. Jusqu'à ce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que chercher à manger. Hein. Donc ils sont à l'eau pour ça, ils ne sont pas là pour se baigner, donc ils vont faire nuit et jour. Les Episurus laevis, ils sont plutôt diurnes. Les autres, je crois qu'il y en a qui sont diurnes, il y en a qui sont plutôt nocturnes, ça dépend des espèces. Oui ? Oui, alors ça, je ne sais pas. On dit que les lampes les attirent. Je pense que tout ce qui bouge les attire d'une manière générale. La caméra qu'on met dans l'eau, elle n'a pas d'éclairage. Hein, et ça les attire parce que il se passe quelque chose. Quoi. Donc, est-ce que la lampe les attire plus que le reste ? Je ne sais pas. Le fait qu'il y ait quelqu'un dans l'eau, les Episurus laevis, avec ou sans lampe, ils viendront voir. Les autres serpents, je ne sais pas, moi je ne fais pas énormément de plongée de nuit. Je ne sais pas si vous voyez d'autres serpents en plongée de nuit ? Ah,
Ah oui, d'accord. Donc, vous n'avez pas encore fait. Donc, oui, je pense que... Alors, en plongée de nuit, généralement, j'ai vu des photos de nuit d'Hydrophis peroni, le serpent à tête de dragon. Celui-là. Les autres aussi, un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. De rien. Oui. Alors, il y a des serpents pas ici. Alors, ceux que j'ai mis en photo, là, c'est des serpents du lagon. Enfin, les tricoréiers, ils peuvent aller chasser à l'extérieur du grand récif. J'ai des collègues qui ont fait des études sur les tricoréiers à l'île au Signal, donc ils leur mettaient un petit capteur de profondeur. Donc, comme ces serpents-là reviennent toujours au même endroit, les collègues ont attrapé des serpents à l'île au Signal, leur ont fait une petite incision dans l'abdomen, inséré un petit capteur, relâché le serpent, le laisser aller chasser, et ensuite attendre que le serpent revienne pour récupérer le capteur. Et donc, ils ont mesuré des profondeurs de plongée pour certains tricoréiers à l'extérieur à 80 mètres. 80 mètres, c'est pas mal quand même pour des petites bêtes comme ça. Et autrement, en Australie, il y a des gens qui faisaient des travaux sur des câbles sous-marins à 230 mètres de profondeur. Donc, c'était pas des gens qui étaient là, c'était des caméras, comment ça s'appelle? C'est pas des drones sous l'eau, c'est des roves. Voilà, il y avait un rove qui était à 230 mètres de profondeur et qui a vu passer un serpent tranquillement qui cherchait sa nourriture au fond. Donc 230 mètres de profondeur pour des animaux qui respirent de l'air, ça veut dire descendre 230 mètres, chasser au fond pendant une certaine durée et ensuite remonter 230 mètres pour aller respirer. Ça fait beaucoup quand même. Donc certes, les plus profonds qui étaient observés, c'était vers 230 mètres. Mais ce n'est pas une de ces espèces-là. Ces espèces-là sont plutôt lagonaires. Ils se limitent à quelques dizaines de mètres. Mais c'est déjà pas mal. Oui ? Alors ça, c'est une question très intéressante et à laquelle j'espère répondre grâce à iNaturalist. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un poste une photo de serpent sur iNaturalist, il dit à quel endroit il l'a prise. Et donc, je pense que dans quelques années, on pourra dire à tel endroit, il y a plus telle espèce, à tel endroit, il y a telle autre espèce. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des serpents qui sont plutôt sur les récifs et d'autres plutôt sur les fonds gris. D'ailleurs, vous voyez les photos, l'arrière-plan, les Episurus du Boisy, c'est des serpents qui vivent sur les récifs à faible profondeur. Et ceux qui sont en bas à gauche de l'écran, c'est des serpents qui vivent sur les fonds de sable. Et ça, c'est surtout lié à leur proie. Les serpents qui vont chercher qui se nourrissent de poissons qui vivent dans le sable, ils habitent sur des fonds de sable, donc plutôt au milieu du lagon. Et les serpents qui chassent des poissons qui vivent sur les récifs, ils vont rester plutôt sur les récifs. Donc on sait déjà qu'ils se répartissent comme ça en fonction de leur préférence alimentaire, de leur régime alimentaire, mais ensuite on ne sait pas exactement quelle espèce est présente à quel endroit du lagon. C'est pour ça qu'on a fait cette étude avec les collègues dont Noéline est ici, là, à Entrecasteaux. Moi, j'y étais pas. Elle y était à mettre les caméras à Entrecasteaux. C'est elle qui était dans le mauvais temps, pas moi. Et donc, et d'après les images que j'ai vues, le temps était vraiment pas agréable. Donc, les images qu'on a fait à Entrecasteaux nous ont permis de dire, il y a telle espèce et telle espèce à Entrecasteaux. C'était absolument pas connu avant. C'est la première fois qu'on a pu dire quelles étaient les espèces de serpents présentes à Entrecasteaux. En fait, les serpents marins, ça a été un groupe très négligé pendant très longtemps. Et donc, on a peu de données. Donc, les données qu'on a, on les récolte au fur et à mesure. C'est pour ça, à chaque fois que je fais une conférence, je présente des nouveaux résultats. Donc, sur la répartition des serpents, on sait que c'est lié à leur régime alimentaire. Mais en fait, sur tous les fonds gris du lagon, on ne sait pas, tous les fonds de sable, on ne sait pas s'il y a vraiment des serpents partout. Il y a des habitats potentiels, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a vraiment des serpents à cet endroit-là. Donc, à chaque fois qu'on peut récolter des informations, ça nous permet d'avancer dans les connaissances. Oui. Alors, effectivement, à La Réunion, vous avez pu voir celui qui est en bas à droite, Hydrophis platurus. Celui-là, c'est un qui est présent à La Réunion. Celui-là, il est présent des côtes de l'Amérique aux côtes de l'Afrique, dans tout l'Indo-Pacifique tropical, il est présent partout. Donc celui-là, on peut le trouver même à l'est du Pacifique. Autrement, la zone dans laquelle il y a le plus d'espèces de serpents, c'est la zone qui est entre l'Asie du Sud-Est, la Papouasie, l'Australie et nous. Nous, on est vraiment dans la zone la plus riche des serpents. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'espèces de serpents à cet endroit-là qu'ailleurs ? C'est parce que c'est des espèces, donc les serpents marins ont évolué à partir de serpents terrestres. Leurs ancêtres étaient des serpents terrestres qui se sont mis à aller chasser des
chercher de la nourriture dans l'eau et qui petit à petit ont évolué ils sont restés en permanence dans l'eau. Et donc, pour que des serpents terrestres puissent se mettre à l'eau, il faut d'abord qu'il y ait des serpents terrestres et ensuite il faut qu'il y ait beaucoup de kilomètres de rivage pour que ça se produise, que statistiquement ça ait des chances de se produire. Et l'endroit où il y a vraiment beaucoup de kilomètres de rivage et beaucoup de serpents terrestres, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc l'endroit où les serpents marins sont apparus, c'est l'Asie du Sud-Est. Et à partir de cet endroit-là, ensuite les espèces se sont dispersées. Donc nous, en Calédonie, on n'est pas très très loin de l'Asie du Sud-Est, donc les serpents ont pu arriver. Par contre, l'autre côté du Pacifique, c'est super loin, et puis les courants, ils sont dans l'autre sens. En zone tropicale, les courants, ils poussent vers l'ouest du Pacifique. Donc, les serpents marins qui sont apparus à l'ouest du Pacifique ne sont jamais arrivés à l'est du Pacifique. Donc, dans l'est du Pacifique, il n'y a que le serpent marin pélagique qui, lui, se laisse entraîner par le courant, et celui-là, il peut parcourir des vraiment très grandes distances. Mais autrement, les autres serpents marins, ils sont restés dans cette zone-là. Donc, si la Calédonie est tellement riche en serpents marins, c'est parce qu'elle est proche d'une zone où les serpents marins sont apparus et à partir de là se sont dispersés. Et la Réunion, en fait, il n'y a pas tellement de... C'est un petit peu plus loin que la Calédonie, les courants sont moins favorables, donc il y a moins d'espèces qui sont arrivées à la Réunion que ce qui est arrivé en Calédonie. Donc c'est une question d'évolution et de géographie. Alors, menacés, comme on ne sait pas combien il y a de serpents en dehors de Nouméa, on commence à avoir une bonne idée parce qu'il y a beaucoup d'observations. Mais en dehors de Nouméa, c'est tout nouveau. Donc, avec Noéline qui est ici, elle est allée aussi à Tours. Elle travaille beaucoup. Hein. Elle est allée aussi à Tours avec l'équipe qui met les caméras sous l'eau. Et ils ont commencé un inventaire des vertébrés. Donc, moi, évidemment, j'ai récupéré les images de serpents devant Tours. Donc, on a Nouméa, on a Entrecasteaux, on a Tours. On a 3 zones pour l'instant. Par rapport à l'immensité du lagon, on ne sait pas ce qu'il y a entre les deux. Donc, de temps en temps, on a des observations. À chaque fois que je peux récupérer des observations, je dis maintenant aux gens de les mettre les photos sur eNaturalist et ça augmente les données qu'on a. On commence petit à petit à savoir la présence de serpents ou pas. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de données pour dire que telle ou telle espèce est menacée. Néanmoins, les espèces endémiques, forcément, elles sont plus menacées que les espèces qui ont une grande répartition, parce que s'il leur arrive quelque chose ici, elles disparaissent à jamais. C'est pour ça que le tricoreiller jaune, qui est endémique à la Calédonie, a été déclaré espèce protégée par la province sud. Et du coup, en fait, comme c'est difficile de dire aux gens le tricoreiller jaune est protégé mais pas le bleu, ils ont décidé de protéger tous les tricoreillers. Donc en province sud, tous les tricoreillers sont protégés intégralement. C'est une mesure de protection qui est destinée à cette espèce endémique qu'on a ici. Les autres espèces, a priori, le Laticoda frontalis, il n'y en a pas énormément. Le petit tricoreiller nain, il n'y en a pas énormément. Quand on va au Loyauté, on n'en voit pas tant que ça. À Vanuatu, on n'en voit pas tant que ça. Donc celui-là, il n'est pas super abondant. Il est, je pense, relativement facile à éradiquer s'il lui arrive quelque chose. Epizurus laevis, ceux-là, ils ne sont pas menacés. Hein. Il y en a plein partout. En Australie, il y en a plein. Ici, il y en a plein. C'est vraiment un serpent très courant. Donc celui-là, je pense qu'il n'est pas menacé. Les autres, on n'a pas encore assez de données pour pouvoir vous dire s'ils sont menacés ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas énormément d'inquiétude pour l'instant. Pour l'instant, pas trop d'inquiétude, tout va bien. Parce qu'en fait, ils sont discrets. Ils arrivent à ne pas se faire remarquer et à échapper aux problèmes. Oui ? Oui, ils ont des prédateurs, essentiellement les requins. Quand il y a eu des études sur le régime alimentaire des requins, souvent on a trouvé des serpents marins dans les estomacs de requins. Donc les prédateurs, ça serait les requins, et aussi certainement les loches. Ça, on le sait depuis peu. C'est une étude qu'on a fait en début d'année avec les collègues australiens qui n'a pas encore été publiée. À l'île aux Canards, il y a 20 ans, il a été mis en place un sentier sous-marin. Au début de ce sentier sous-marin, les gens qui ont mis ça en place ont fait du bon boulot. Merci à eux. Il y en a certains dans la salle. Ils ont fait du bon boulot. Ils ont dit aux bénévoles, vous irez, les gens qui s'occupent du sentier sous-marin, toutes les semaines, quand vous irez nettoyer les plaquettes d'information sur le sentier sous-marin, vous noterez la présence d'espèces importantes, dont les serpents à tête de tortue. Donc les serpents à tête de tortue, les bénévoles du sentier sous-marin, il y a 20 ans, au début du sentier, quand ils se mettaient à l'eau, ils envoyaient 6 ou 7 par jour. Et il y en avait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, 0. En 20 ans, les serpents à tête de tortue ont disparu du sentier sous-marin, disparu de l'île aux Canards. On en voit un de temps en temps, mais vraiment exceptionnellement.
Et donc, depuis 20 ans, depuis des années qu'on a vu ce déclin des populations à l'île aux Canards, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Il y a la même espèce à Larsvata, à la baie des Citrons, ils vont très bien. À l'île aux Canards, ils ont disparu. Ce n'est pas la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, elle est peut-être un petit peu meilleure à l'île aux Canards qu'à la baie des Citrons, mais elle n'est pas fondamentalement différente. Ce n'est pas les autres paramètres de l'écosystème, on ne voyait pas. Et puis, en début d'année, donc, quand mon collègue australien est venu, il avait trouvé sur Internet des leurres en forme de serpent qu'on a emmené à l'île aux Canards. On a enlevé les hameçons, bien entendu, hein, c'est une réserve, on n'a pas pêché à l'île aux Canards, mais avec des leurres sans hameçons qu'on a promenés dans l'eau, on s'est aperçu que les loches se jetaient dessus, mais c'est effrayant de voir ces loches qui se jettent sur ce pauvre petit leurre en forme de serpent, ça faisait peur. Et donc, on pense que si les serpents à tête de tortue ont disparu de l'île aux Canards, c'est certainement parce qu'ils ont été mangés par les loches. À l'île aux Canards, depuis que c'est un sentier sous-marin et une réserve, les loches sont devenues énormes. Énorme. Et là-bas, c'est pas braconné. Parce que la baie des Citrons, soi-disant, c'est interdit de pêcher, mais c'est braconné tous les jours. Donc, il n'y a pas de loches ou des petites. Donc, les serpents vont très bien. Par contre, à l'île aux Canards, on a vu que l'influence des loches sur les populations de serpents était énorme. Donc, on sait maintenant que les loches dévorent nos pauvres petits serpents. Donc, ça n'a pas encore été publié, il faut qu'on bosse encore un peu dessus, mais on va le publier. Donc, on sait pour les requins, on le sait pour les loches, et en fait, on le sait à peu près, on se suppose qu'à peu près tous les gros poissons, quand ils croisent un serpent, ils le mangent. Hein. Alors, pour les tricoréiers, oui. Alors, donc, pour les tricoréiers, il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, il y a eu une grosse étude qui a été faite sur les tricoréiers, et là, on s'est aperçu que donc, les collègues qui travaillaient sur les tricoréiers de Signal les ont marqués et les ont suivis, et ils se sont aperçus que les tricoréiers de la région de Nouméa, et Signal y compris, les femelles allaient pondre à l'Îlouin. Vous imaginez le chemin que ça fait pour une femelle tricoréier d'aller jusqu'à l'Îlouin pour pondre ses œufs, ensuite revenir à l'île au Signal, puisqu'elle rentre à la maison après, et elle y retournera une autre fois pour repondre des œufs. Ça fait vraiment beaucoup de route pour des petites bêtes qui font 300-400 grammes maxi, peut-être un peu plus pour les grosses femelles, mais qui ne sont pas énormes. Donc oui, il y a des zones de reproduction qui sont connues pour les tricoréiers. Je crois qu'à Bourail aussi, il y a l'île verte. Donc ces zones-là sont connues et les services de l'enseignement, de l'environnement ont été informés de ces zones à protéger. Par contre, pour les autres, non. Par exemple, les hydrophyses majors, on sait que quand il y a des petits, ils sont vers le rocher à la voile. On a une zone au rocher à la voile en hiver. Donc les petits naissent en fin d'été. Sur les serpents complètement marins, les femelles donc mettent au bas des petits touffés. Et donc pour que les embryons se développent bien, se développent relativement rapidement, il faut qu'il fasse chaud, puisque les serpents ont la température de leur milieu extérieur. Donc c'est en été, quand l'eau est chaude, que les embryons, le métabolisme augmente et que les embryons se développent plus vite. Donc les femelles sont gestantes en été et elles mettent bas en fin d'été. Donc avril, mai, juin, on voit les petits qui apparaissent. Et ça, par exemple, pour les hydrophyses majors, on a vu qu'il y avait vraiment une zone au rocher à la voile où il y avait énormément de petits. D'une manière générale, les femelles vont déposer leurs œufs ou mettre bas leurs petits à un endroit où les petits vont trouver de la nourriture, puisqu'il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc on pense que c'est pour ça que les femelles tricoréiers vont aller pondre leurs œufs dans certaines zones. C'est parce que c'est des zones où leurs petits, en sortant de l'œuf, vont trouver des proies à leur taille. Les gros tricoréiers mangent des grosses murènes, les petits tricoréiers mangent des petites murènes ou des petits poissons longés. Il faut qu'il y ait ces petits poissons à l'endroit où les petits commencent à chasser. Et de même pour les hydrophyses majors, on a vu que c'était un endroit où il y avait souvent des petits poissons-chats dont les petits hydrophyses majors peuvent se nourrir. Pour les autres, malheureusement, on n'a pas trop d'informations. Pour les Hemidocéphalus annulatus, les serpents à tête de tortue, là, comme les femelles et les mâles restent toute leur vie sur la même zone qui fait à peu près 200 ou 300 mètres de long maxi, les petits naissent au même endroit que leurs parents habitent et ils partagent le même habitat. Il n'y a pas de problème. Parce que ceux-là, ils mangent des œufs de poisson. Les œufs de poisson, il n'y a pas un problème de taille. Il ne faut pas des petits œufs pour les petits serpents et des gros œufs pour les gros serpents. C'est tout le monde qui mange les œufs de la même taille. Donc pour cela, il n'y a pas besoin de chercher un habitat particulier. Ah, comment ils savent? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle j'aimerais beaucoup répondre. Comment ils savent où ils doivent aller? On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Qu'est-ce qui détermine? C'est l'instinct, mais comment est-ce que ces femelles savent à quel endroit elles doivent aller déposer leurs œufs? On ne sait pas. C'est l'endroit où elles sont nées, probablement, comme les tortues,
mais comme les tortues qui vont pondre sur la plage où elles sont nées. A priori, la plage où la femelle est née, c'est une plage qui est favorable à l'incubation des œufs. Donc c'est normal que ça a été sélectionné par l'évolution, que les femelles retournent pondre à l'endroit où elles sont nées, puisque c'est forcément un endroit où les œufs ont réussi à être incubés et les petits à éclore et à survivre. Donc ça a été sélectionné par l'évolution. Mais ensuite, quels sont les paramètres qui permettent à la femelle de savoir c'est à cet endroit-là que je vais aller pondre? Ça, on n'a absolument pas de réponse pour l'instant. Comment ils s'orientent dans l'eau, on ne sait pas. Est-ce qu'ils utilisent le champ magnétique, l'odeur, le goût, les paramètres visuels? On ne sait absolument pas. Ça, c'est une question qui est complètement ouverte. Oui, effectivement, ils n'ont pas une bonne vue, oui. Oui, c'est ça, avec leur langue, ils prélèvent dans le milieu extérieur des molécules. Ensuite, ils les ramènent dans la bouche et ils collent la langue contre le palais, un organe qui fait l'analyse chimique et qui envoie les informations au cerveau. C'est vraiment leur langue qui savent à qui ils ont affaire et qui connaissent les autres serpents qu'ils rencontrent. Tout à fait. En Asie du Sud-Est, ils les mangent et ils utilisent la peau. Mais là, les gens ont besoin. Hein. En Calédonie, on peut se permettre de dire nous, les serpents, on ne les mange pas parce qu'on n'a pas faim. Mais si on avait faim, on les mangerait. Hein. Donc, en Asie du Sud-Est, effectivement, il y a une grosse pêche commerciale où ils sortent vraiment énormément de serpents chaque année et où c'est pas durable, on le sait. Mais les gens ont faim. Alors, tous les serpents, pas seulement les serpents marins, mais tous les serpents ont la mâchoire en 4 morceaux. Ils ont la partie supérieure en 2 morceaux, la partie inférieure en 2 morceaux. Et ces 4 morceaux sont capables de se déboîter, de se séparer pour pouvoir avaler des grosses proies. Les 4 morceaux de la mâchoire se séparent et c'est la peau qui s'étire et qui leur permet vraiment d'avaler des grosses proies. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'ils se limitent à mordre des petites choses. Donc tous les serpents sont capables de désarticuler la mâchoire et de mordre des surfaces planes. Oui, ça, évidemment, c'est complètement faux. Mais ça fait partie des idées reçues qu'on ressort, oui, effectivement. Merci à vous. Donc un grand merci encore. Donc la prochaine conférence, c'est sur les moustiques. Et ça aura lieu le 4 octobre, et toujours à 18h à l'auditorium. Merci.